1 heure. Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. Ravi de vous retrouver dans l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond. C'est tous les lundis pendant 1 heure. Les titres de ce soir, Michel Sambuchy, l'homme qui répare les retours. Kevin Thomas, au cœur du football populaire en Seine-Saint-Denis. Pour en parler, pour m'accompagner sur ma gauche. Bonsoir Florian Lartigot. Bonsoir Farid, merci de l'invitation. Comment j'ai fait? Honneur, ouais, et honneur, c'était les corons. Voilà, c'est pas faux, c'est pas faux. Sur ta gauche également, Mohamed Tazamouche. Comment vas-tu Mohamed? Très bien, merci. Content d'être là, comme toujours. Après un mois parti au Maroc quand même. Oui, j'ai eu la chance de participer pendant un mois à 14 matchs de la CAN, donc oui, effectivement, c'était un bon séjour. En tout cas, merci messieurs d'être à mes côtés. Chers auditeurs, auditrices, voici le programme de ce soir. Il n'est pas sorcier, il accompagne les équipes et les athlètes à performer sans perdre mentalement. Michel Sambuchy est psychologue et préparateur mental. Ce soir, il vient nous parler d'un thème trop souvent sous-traité, le retour à la compétition. Après une blessure, après l'été, après un échec. On parle beaucoup de corps, très peu de la tête. Bienvenue à ce micro, Michel. Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc oui, moi je voulais aborder alors avec tout le monde pour débattre justement, parce que vous avez peut-être plus d'expérience que moi, retour des blessures, parce que déjà je pense qu'il y a 2 types de blessures. Il y a celle pour laquelle la personne est en rémission, on va dire, et qui va pouvoir revenir d'ici un petit temps. Et il y a la blessure qui est trop impactante et pour laquelle sa carrière va se terminer. Michel, on en parle dans quelques instants. Tu ne bouges pas. Pur balbinien, il a compté dans la construction du FC 93, club qui l'a servi à travers plusieurs vies. Travailleur acharné, homme droit, Kevin Thomas a su faire le lien entre la ville, les instances et les partenaires. Aujourd'hui, il met aussi son expérience au service du district de la Seine-Saint-Denis. C'est notre invité et interview ce soir. Bienvenue à ce micro, Kevin. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et je serai là pour vous parler un petit peu de mon parcours et surtout du FC 93 et du district du 93 et du football sur le département. Très bien, en tout cas, merci messieurs d'être à nos côtés. On va pouvoir démarrer le 23e numéro de la saison. Vous êtes au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. C'est parti. Le 100% football amateur, culture foot. Culture foot, en effet, psychologue et préparateur mental, Michel Sambuchy accompagne sportifs et patients de tout âge. Avec lui, on parle de ce qui ne se voit pas toujours. Michel, quand on parle de retour à la compétition, qu'est-ce qui est le plus difficile, le corps ou la tête ? Alors ça dépend, il faudra demander aussi aux préparateurs physiques, etc. Mais c'est vrai que la tête a une partie primordiale parce que la personne, en fait, quand elle est blessée, en général, elle est mise de côté, il faut qu'elle se repose chez elle, etc. Le fait de ne plus être dans le groupe, on peut se sentir exclu, on ne fait plus partie de la dynamique. Il y a un très bon exemple, je crois que c'est au RC Lens, je crois que c'est Jonathan Grady, oui, il me semble, ouais, voilà, qui a été blessé. Et justement, on lui a proposé d'avoir une place dans le staff. Exact. C'est vrai. Et je trouve que c'est assez pertinent parce que, alors après, faut savoir jauger aussi. Une personne qui va être justement peut-être trop présente, ça va la frustrer. Elle va avoir envie de revenir beaucoup plus vite, de pas forcément écouter son corps, etc. Et en même temps, une personne qui reste chez elle, elle sort du groupe, il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus rien, donc voilà. Après, c'est aussi, je pense que c'est des personnes, quand on joue à haut niveau, il y a une très grande part de leur identité qui est dans le foot. Et quand on se retrouve seul à la maison, ça peut parfois être compliqué de retrouver son identité.
finalement, qui suis-je? Je dois avoir mon entourage, etc. Mais si j'ai mes rituels tous les jours, dès le matin, je me lève, c'est le vestiaire, c'est l'entraînement, c'est machin, etc. Quand je me retrouve seul, c'est parfois compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Après une blessure, Michel, beaucoup de sportifs disent physiquement ça va, mais mentalement je ne suis pas prêt. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Alors, est-ce que c'est la peur de la rechute? Est-ce que c'est... ça, c'est souvent... c'est compliqué, on l'avait vu, alors je vais faire mon vieux, mais avec Djibril Cissé, qui était reparti et qui avait fait double tibia péroné, Oui. donc aux deux jambes, etc. Et c'est vrai qu'à cette hantise, il y a des personnes qui vont plus jouer à 100%, ça peut se comprendre, mais justement, c'est de voir un peu plus ce qu'il en est, les performer, les remettre en confiance, etc. Ben, ça tombe bien, dans quelques instants, je le dis à nos auditeurs et auditrices, Victor Lobry, joueur de D'Amiens et ancien de l'AS Saint-Etienne, sera avec nous pour évoquer sa grosse blessure fin 2025 et sa convalescence. Avant de laisser la parole à Florian et à Mohamed, Michel, la peur de la rechute est-elle normale? Ouais, je pense, oui. Je pense qu'il faudrait travailler. Alors, je vais faire là, je vais prendre ma casquette psycho avec le MDR, à travailler sur les traumatismes, etc., pour que les personnes, justement, ou en PNL, pour les faire passer au-delà de ça. Mais oui, il y a tout l'accompagnement qui va avec, et il y a aussi le fait de repartir de manière crescendo. On va d'abord voir l'entraînement, on va faire des premiers chocs physiques légers, etc., et de voir après comment la personne se sent. Mais il faut vraiment qu'elle apprenne à se connaître. C'est retravailler aussi des fausses croyances. Donc pour les jeunes que j'accompagne, certains des éducateurs leur disent « Allez, serre les dents, on compte sur toi, t'es fort, il faut avoir la niaque, etc. » Et bien en gros, il ne faut pas montrer qu'on souffre, etc. Quand on se retrouve là en difficulté, c'est aussi accepter que pour reprendre confiance et de nouveau pouvoir avancer. D'accord, très intéressant. Je laisse la parole à Florian. Ouais, bonsoir. J'ai l'impression que c'est un nouveau métier, parce que justement on parlait des anciens, et moi j'ai pas souvenir de ça. Avant, c'était les joueurs étaient blessés, justement ils revenaient, je prends par exemple Cissé, je pense que Giroud était derrière, ils disaient allez, serre les dents, vas-y et tout. Et pourquoi maintenant on arrive à ce point-là d'avoir des gens, justement, il faut les aider? Alors, parce qu'on va avoir le kiné qui va dire faut faire ci, on va avoir le médecin qui va dire ça, on a l'entraîneur qui va dire ça, et maintenant on a un psychologue en plus. Maintenant c'est devenu une start-up. Ouais, non, mais c'est pourquoi? Est-ce que c'est un changement de mentalité ou pas? Est-ce que les jeunes sont un peu plus douillés qu'avant? Alors je pense que c'est aussi pour mieux les accompagner. Parce que, comme on disait, il y a, et même là, je pense actuellement, entre le nombre de personnes qui se présentent dans les centres de formation et le nombre d'élus, il y en a plein qui vont se retrouver sur le carreau. Bien sûr. C'est ça. Et après, c'est de savoir comment les accompagner. Là, ce serait plus ma casquette psycho de savoir, ok, t'as essayé, t'as tenté, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et sinon, effectivement, après, le côté préparateur mental, c'est savoir comment encore plus performer. Après, quand on arrive à un certain niveau, oui, on peut toujours apporter, mais ça va être le gain de confiance ou performer sur quelque chose. Mais là, ça va être le travail avec le prépa physique, etc. Parce que là, on prend la skieuse là, qui s'est fait la fracture, là, s'est fait les croisés il y a une semaine, et la nana, une semaine après... On peut pas dire qu'elle a été bien accompagnée, là. Non, on aurait peut-être dû lui dire tout ça, mais c'est elle d'elle-même qui a dit j'y vais, quoi. C'est. Alors, mentalement. Parce que je crois qu'elle avait arrêté 8 ans. C'était ses derniers jours, elle voulait se montrer, je pense, ce qu'elle était capable de faire. Je pense qu'elle en a pour sa vie, là, à boiter un peu. Nous avons aussi un grand skieur sur le plateau, c'est Mohamed. J'en ai beaucoup de qualités avec toi, Farid. C'est vrai. Non, moi je vais essayer d'élargir le débat. Aujourd'hui, les jeunes comme les adultes, on est un peu plus fragilisés. Est-ce que pour toi, il est important d'avoir un psy dans un staff? Parce qu'aujourd'hui, on commence à les voir un peu plus arriver. On avait les kinés, on a les médecins, on a et maintenant on se demande si les psys, et on le voit avec Luis Enrique qui a son psy particulier. Donc est-ce que pour toi, au-delà de la blessure, est-ce qu'il est important d'avoir un psy? Puisqu'aujourd'hui, la vie de tous les jours, un gamin, il faut qu'il trouve une école, il faut que la famille elle soit posée, il faut qu'il puisse s'entraîner 5 fois par semaine. Tout ça, c'est un accompagnement, même pour les familles. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, il faudrait vraiment un psy dans les staffs techniques?
ou au moins dans les clubs. Quelles que soient les divisions, tu veux dire ? Quelles que soient les divisions et quelle que soit l'approche, parce que tout à l'heure tu parlais des gamins, ils ont aussi besoin qu'on les accompagne. Et je pense, moi, avec un peu mon ancienneté, je pense qu'à un moment donné, il faut véritablement qu'on fasse appel à ce corps de métier. Donc je voulais savoir ce que tu en pensais. Alors moi, de manière générale, en tant que psy, je dirais que tout le monde fasse une thérapie, ce serait vraiment pas mal. On n'en serait peut-être pas à ce point-là, mais bon, ça c'est encore un autre vague sujet. Mais après, je vais demander à mon confrère. Mais effectivement, je pense que le psy va apporter un regard extérieur, neutre. Il faudrait qu'en fait, moi je le verrais comme vraiment un prestataire de service ponctuel. Voilà, en fait, ponctuel. Enfin, moi je verrais, pour pas que justement il soit après dans le groupe et qu'il fasse pas, qu'il ait toujours sa neutralité. Et venir de temps en temps observer le groupe. Et que ça ne devienne pas obligatoire non plus. Que ce soit volontariat. Ou alors de tourner, peut-être, justement, pour pas rester trop dans la structure et qu'il n'y ait pas de conflit. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de psy, on dit qu'on est fou. On a encore cette image-là de se dire la personne qui va voir un psy, c'est qu'il est fou ou qu'il a un problème. Or, aujourd'hui, je pense qu'on devrait voir le problème autrement et que c'est un accompagnement pour anticiper un futur problème. Voilà. Et c'est pour ça que je parle de staff, parce que pour moi, il devient primordial que les joueurs soient accompagnés. Parce que gagner de l'argent, il faut savoir le gérer. Se marier quand on a un certain âge, il faut être capable de gérer, avoir des enfants et ainsi de suite. Donc au-delà du joueur blessé, moi je pense qu'il doit y avoir un accompagnement, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas les obligations que nos parents avaient, où ils étaient mariés pour 45 ans et puis on n'en parlait pas, et puis il y avait pas de débat, quoi. Alors qu'aujourd'hui, la vie, elle est complètement différente. Donc c'est pour ça que ma réflexion, c'est de se dire, est-ce que vous n'avez pas un rôle, vous, important auprès des clubs ? Alors je pensais, oui, de toute façon, déjà au niveau de la cohésion de groupe, savoir s'il y a un leader négatif, parce que je pense qu'une équipe, c'est avant tout ça. Et après, effectivement, ça va dépendre, je pense, au niveau auquel on joue, mais il y a l'aspect financier qui va rentrer. Et comme tu dis, après, dès que je vais gagner à 20 ans ou plus jeune, des 100 et des 1000, oui, c'est d'arriver à garder les pieds sur terre. Et effectivement, c'est d'arriver, de nous aider à déconstruire l'idée que psy, c'est pas forcément fou, quoi. Et as-tu des sportifs actuellement est-ce que tu accompagnes des sportifs actuellement ? Ouais. De quel âge à quel âge ? Là, actuellement, donc ça va de 11 à 20 ans. Mais j'en ai eu des plus âgés, même à la quarantaine, ou des motards en enduro, etc. Donc, pourquoi si tôt, 11 ans ? Donc 11 ans. C'est à la demande des parents ? Ouais. Demande des parents, et là c'était donc c'est pour ça que les deux casquettes sont totalement différentes, mais en même temps elles se recoupent, parce que là c'est aussi pour que l'enfant arrive, il y a un gain de confiance qui se fasse sur le parquet. Là c'est un basketteur, donc c'est sur le parquet, mais en même temps ce gain de confiance, c'est aussi travailler en parallèle sur pour quelles raisons il n'aurait pas confiance, qui est-ce qui a fait que, etc. Il avait un très bon niveau, je le perds, pourquoi ? Et après, ça va être de travailler. Donc et c'est comme avec les blessures. Ok, je me blesse là. Pour quelle raison ? Est-ce que j'ai trop tiré ? Est-ce que j'ai pas attendu ? Est-ce que j'arrive à m'écouter, etc. Je voulais savoir, parce que là, tu parles justement du gamin qui joue au basket. Est-ce que tu as des échanges justement avec son entraîneur ? Ou pas du tout ? Alors, le contrat vient d'être signé. J'ai pas encore débuté. Donc, mais pour la judo 4 et le footballeur, ouais. Ok. Ce qui me semble primordial. Enfin, je pense que. Moi, travailler en équipe, c'est la base. Il y a Kevin qui veut te... Moi, j'avais juste une petite question. C'est là, quand j'entends un jeune sportif de 11 ans, est-ce qu'il y a un accompagnement aussi de la famille, ou on est vraiment que focus sur le sportif et le... Accompagnement scolaire et sportif ? Pour moi, je pousserais un peu plus, parce que je pense que c'est ce que disait aussi Mohamed, c'est que des fois, c'est l'environnement aussi qui a besoin de parler, qui a besoin d'être accompagné. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas psychologue, mais dans le foot amateur, on a un petit peu toutes les casquettes. Et je rejoins aussi ce que disait Mohamed. Je pense qu'aujourd'hui, dans les clubs, il y a vraiment... cette vocation devrait être déployée et un peu plus présente, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir une oreille attentive, même si nous, avec nos casquettes, entre guillemets, des fois de dirigeants, on l'apprend alors qu'on n'est pas habilité à. Oui, même pas pour tout faire avec le manque de temps, etc. aussi.
Après, je pense que c'est un métier. C'est un Complètement. métier et on ne peut pas Ouais, il faut des s'inventer compétences, quand même. psychologue. Après, il y a ce côté, oui, qui cristallise parce que c'est psychologue, ce que vous avez dit. Parfois, on pense que c'est un fou, etc. Donc aujourd'hui, on l'a redoré un petit peu en disant coach mental ou coach sportif, coach mental sportif. Ou, voilà, il y a plusieurs termes qui ont été étiquetés dessus. Mais je pense que en tout cas, il y a un intérêt auprès du sportif, mais souvent, c'est aussi à on côté. l'oublie, c'est vrai. Il y a la famille, il y a les alentours, des fois même les coachs ont besoin de s'exprimer. Et comme tu disais, la vie scolaire aussi. Qui doit suivre à côté, qui a une importance, qui a machin, etc. Il faut aussi qu'ils se sentent bien dans les différents domaines et que. Pour nous, ça va de pair. En tout cas, dans le foot amateur, et je pense que c'est un petit peu partout, mais pour nous, ça va de pair. On ne peut pas réussir que sur un plan, et je pense C'est que la important de le rappeler, scolarité quand même. est essentielle. Excusez-moi. Messieurs, nous avons, on continue bien sûr le débat. Nous avons Victor Lobry au téléphone. Allô? 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 Oui, bonsoir Victor, comment allez-vous? Ouais, bonsoir. Ça va et vous? Très bien, merci d'avoir accepté l'invitation au Ouais, 100% avec plaisir, football avec amateur plaisir. sur RGB 99.2 FM. Après une blessure aussi lourde, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer mentalement durant les premiers mois de rééducation? Non, bah moi là, j'en suis à la moitié de ma rééduc à peu près. Donc on va dire que le plus dur au début, c'est d'accepter qu'on va être à l'écart pendant un moment. En plus, j'avais pas eu moi l'habitude de me blesser beaucoup, même des blessures mineures, j'avais pas eu pour l'instant. J'avais évité tous ces tracas-là, mais voilà, ça m'arrive aujourd'hui. Puis voilà, faut l'accepter, puis repartir de l'avant et prendre ça comme un défi, je pense. Exactement. Comment a été le club? Parce que donc vous êtes sous contrat avec le club d'Amiens en Ligue 2. Est-ce que le club tout de suite a été aux petits soins dès le premier jour? Ouais, non, là-dessus, ça a été vraiment top. J'ai tout de suite été dirigé vers le chirurgien avec qui ils avaient l'habitude de travailler depuis plusieurs années. On va dire que l'accompagnement de ce côté-là a été super. Je suis tous les jours avec le kiné depuis ma blessure, hein. Maintenant, ça va faire presque 3 mois. Et je suis au quotidien avec eux pendant 5-6 heures par jour. Donc voilà, ils ont ce rôle de staff médical, on va dire, mais aussi un peu de confident parfois. Donc Une ouais, on seconde sait famille. que... Ouais, c'est ça. Je passe plus de temps avec eux en ce moment qu'avec ma femme et mes enfants, mais voilà, c'est le job qui veut ça, et puis ça me servira pour la suite. Exactement. Avant de laisser la parole aux consultants Mohamed et Florian, cette longue période, Victor, d'arrêt, a-t-elle changé votre manière d'aborder votre métier? Ouais, bah forcément, parce qu'il faut trouver d'autres leviers. Faut trouver d'autres leviers pour être toujours présent dans le vestiaire. En plus, depuis le début de saison, j'avais été nommé capitaine par le coach. Donc lui, il m'avait demandé de garder un impact dans le vestiaire, d'être présent au quotidien, parce qu'on a un groupe qui est quand même pas mal jeune. Donc voilà, il m'a demandé de les accompagner au maximum. Moi, du coup, j'avais plus l'habitude d'être, on va dire, un leader par l'exemple que par la parole. Et puis bah voilà, là, je peux plus donner l'exemple, donc il faut que je prenne la parole. Et puis voilà, ça me servira, comme je disais tout à l'heure, pour la suite. Et puis ça me fait grandir de ce côté-là aussi. Très certainement. Oui, Michel. Et si je peux me permettre, bonsoir. C'était pour Bonsoir. savoir si vous aviez aussi une appréhension justement pour la reprise, comme on disait tout à l'heure. Ouais, bah en fait, au début de ma blessure, je me disais que chaque étape allait être plutôt dure à gérer, la reprise de la marche, la reprise de la course, la reprise des sauts, etc. Et puis, je me rends compte avec le temps, que comme c'est des petites marches et qu'on les passe petit à petit, bah finalement pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'ai pas l'appréhension, on va dire qu'elle saute de jour en jour et que j'ai de moins en moins peur. Mais au début, c'est vrai que je me demandais dans quel état, surtout quand je me suis levé pour la première fois après l'opération, je me suis dit, excusez-moi, mais putain là je suis dans la merde quoi, parce que je repars totalement de zéro, faut que je réapprenne à marcher, etc. Donc là on va dire que j'ai pris un petit coup derrière la tête à ce moment-là. Et puis après, tous les jours, bah voilà, c'est le genre de blessure qui évolue très vite. On évolue tous les jours, on va tout le temps chercher des nouvelles compétences tous les jours, j'ai envie de dire. Et puis, mais c'est vrai qu'au début, je peux me dire comment je vais me retourner, comment je vais sauter, comment je vais mettre de l'appui. Donc forcément, ouais, il y a cette petite appréhension de ce côté-là. Mais on va dire que tous les jours, elle diminue et je prends de plus en plus confiance.
C'est de bon augure. Il y a Mohamed qui veut vous poser une question. Bonjour Victor. Bonjour. Moi j'avais une petite question parce qu'on a la chance d'avoir un psy autour de la table. Est-ce que tu as pensé à un moment donné utiliser ce levier ou pas du tout? Est-ce que le fait d'échanger simplement avec les kinés et les médecins suffisait, ou est-ce que tu penses que ça aurait été pour toi une bonne chose d'échanger avec un psy? Moi, je pense que ouais, c'est une bonne chose. J'ai pas encore pris contact, mais Il est là, hein, je vous donnerai le numéro de téléphone, Victor. Ouais, ben voilà, comme ça les présentations seront faites au moins. Mais ouais, je me suis dit que sur la deuxième partie de ma réathlétisation, une fois que, on va dire, j'aurais passé un peu le plus dur de ne pas être en mouvement, etc. Je me rapprocherai pour préparer au mieux mon retour. J'avais déjà fait appel à une préparatrice mentale pendant ma période de chômage, parce que je voulais vraiment pouvoir revenir à 100% de mes moyens physiques et psychologiques. Donc voilà, ça avait bien marché à l'époque. Et puis voilà, comme j'ai dit, c'est une nouvelle étape dans ma carrière, un truc que j'ai jamais connu. Donc quand on est un peu dans l'inconnu comme ça, je pense qu'il faut être accompagné. Et puis voilà, je pense que c'est un sujet qui a longtemps été tabou dans le foot. Et moi, je suis l'un des mecs qui dit qu'on en a le plus besoin, parce que au quotidien on travaille techniquement, ça c'est sûr, tactiquement on est accompagné, physiquement il y a des prépas, et c'est vrai que le côté mental il est très négligé, je pense, dans le foot. Et voilà, je suis sûr que c'est peut-être 60-70% de la performance qui est mentale, parce que on s'entraîne tous les jours, on est tous des bons footballeurs. Ce qui fait la différence, c'est comment on se sent à un instant T, et ça, je pense que ça se travaille aussi. Exactement. Il y a Mohamed qui est encore... Je veux rebondir, du coup, le club d'Amiens ne propose pas cette option au club, c'est ça? Il faut que chaque joueur doit être accompagné, mais individuellement, c'est-à-dire que c'est à son initiative. Et est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de joueurs qui sans être blessés, fréquentent les psys? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus, et surtout que c'est de moins en moins caché, quoi. Avant, chacun le faisait un petit peu dans son coin. Et puis je me rends compte qu'en discutant avec les gens, et enfin moi j'ai aucun souci avec ça, de dire que j'ai été accompagné à un moment donné, et que je ferai sûrement appel encore à un accompagnement à l'avenir. La parole se libère, c'est normal. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi aussi, voilà, à ce moment-là j'en avais pris. Après j'ai arrêté ou j'ai continué. Mais voilà, nous après, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un effectif très jeune, donc c'est peut-être pas encore rentré dans leur habitude. Mais je pense que limite c'est là le plus important, parce que voilà, quand on est jeune et qu'on joue deux, qu'on n'a pas forcément beaucoup de matchs, bah voilà, il y a plein de trucs à gérer, et notamment le côté mental, et je pense que ça nous aiderait aussi, quoi. Exactement, c'est important. Une question aussi de Florian. Ouais, bonsoir Victor. Moi je suis de Saint-Quentin. L'Olympique, ils se sont jamais penchés sur ton cas? Non, pas. Quand j'étais un peu plus jeune. Mais c'est vrai que même quand je suis retourné dans le monde amateur après ma formation à Reims, j'ai jamais eu l'opportunité. Et ouais, c'est dommage. C'est dommage. Et dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter, parce que je vois qu'à 13 ans, tu es parti à Reims. Justement, on parlait des jeunes. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, à 13 ans, tu quittes papa qui entraîne à Villeneuve. Et comment ça se passe quand tu arrives à Reims? Pas du tout bien. Non, pas du tout bien, parce que, footballistiquement, ça se passait bien, parce que voilà, c'est un truc que je faisais depuis longtemps. Mais mentalement, j'ai pas du tout aimé ma première année au Pôle Espoir. Moi, j'étais quelqu'un de très très casanier. Et voilà, comme tu as dit, il fallait quitter la maison, il fallait quitter papa, maman. Je suis le petit dernier de la famille, c'est pas forcément super facile à 13 ans. Et moi, quand j'ai des enfants, je me dis, j'aimerais pas que mon fils fasse ça si jamais il vient à être dans le foot, parce que voilà, moi je sais que j'ai pas du tout apprécié. Après la deuxième année, ça y est, c'était parti, j'avais pris mon rythme, et voilà. Mais c'est vrai que même à ce moment-là, on n'était pas plus que ça accompagné au niveau mental. Et puis voilà, j'ai que 30 ans, mais j'ai l'impression que quand même il y a 15 ans en arrière, c'était pas du tout la même époque. On avait des encadrants un peu de l'ancienne école, et le côté mental il n'existait pas, quoi. C'était soit on était fort, soit on était faible, c'est tout. Mais je pense que voilà, ça se travaille, et puis c'est pas tout blanc ou tout noir, et qu'il y a
il y a des nuances à trouver. Et puis, le côté mental, il fait partie de ces nuances à trouver. Ah non, tout à fait, on partage complètement, Victor. Et c'était vraiment très intéressant de pouvoir partager quelques minutes avec vous. On vous souhaite le meilleur rétablissement possible et de retrouver très très vite les pelouses pour aider Amiens. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. C'est important et plein de bonnes choses donc, pour cette saison et espérons qu'on pourra vous voir très rapidement donc, en Ligue 2 pour aider Omar Daf, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, le coach le Omar, coach. ouais, c'est ça. Ouais. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un match de Coupe de France contre Montreuil. Très accessible. En tout cas, bon courage Victor et à très bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Merci. Bonsoir. Au revoir. Bon, très intéressant. On a pu échanger avec un joueur professionnel qui connaît actuellement une convalescence. Michel, toujours sur le retour après blessure, quels sont les signaux qui montrent qu'un sportif n'est pas prêt mentalement à reprendre? Ça va vraiment être... Au cas par cas? Ouais, au cas par cas, et c'est vraiment savoir la personne qui va s'écouter, quoi. Alors même moi en tant que À partir de quel âge on sait s'écouter? Eh ben justement, c'est ce que j'allais dire, c'est parce que même en tant que psychologue avec des patients lambda du cabinet, il y a des personnes qui peuvent venir à 60 ans et qui se connaissent toujours pas, quoi. Donc c'est là où c'est même plus intéressant, c'est que au plus on va prendre la personne, on va dire jeune, au plus on va l'aider, ne serait-ce qu'à se connaître au niveau des émotions, à savoir comment les gérer, savoir comment les canaliser et se connaître véritablement au niveau identitaire. Donc après, ça va vraiment être tout un chacun. Moi, je ne vais pas pouvoir dire aux personnes, tu as le droit d'y aller ou pas, hein, fais-toi confiance ou non, mais je pousse la personne à confirmer ça par elle-même. Tout à l'heure, tu parlais que tu t'occupais d'un jeune de 11 ans. Et on parlait aussi de la famille dans les propos de Kevin. Quel rôle joue la famille lorsque un jeune de 11 ans t'est proposé Alors justement, c'est ce que je voulais rebondir aussi, c'est parce qu'on fait toujours un premier entretien qu'on appelle l'entretien diagnostic. Et justement, on va un peu énumérer les différents domaines, dont la vie scolaire, machin, etc. Et on demande toujours s'il y a une personne ressource. D'accord, une personne, c'est-à-dire? Donc la personne ressource, la personne référente, la personne à qui la personne, quand je vais recevoir le jeune homme et s'il y a une difficulté ou pas, ou machin, vers qui je vais pouvoir m'orienter pour pouvoir aborder tel ou tel sujet, lui conseiller de travailler ça au domicile, etc. D'accord. Et ça me semble primordial. Donc là, c'est lui qui... Je rebondis, mais c'est là où je trouve ça intéressant, c'est est-ce qu'on est sûr que la personne ressource est en capacité aussi de recevoir? Alors c'est pour ça que là, pour le petit jeune de 11 ans, j'ai demandé à ce que les parents soient présents. Et là, c'est la mère qui m'a dit, moi je serai ressource. Okay. Moi, j'ai déjà joué au basket, à tel niveau, je pourrais, moi, savoir ce dont on parle, etc. Mais derrière, il n'y a pas forcément d'accompagnement auprès d'elle, ou il n'y a pas de suivi. Tu fais pas une double séance, quoi. Ouais, là pour l'instant, j'ai pas eu de demande dans ce sens-là. Mais oui. Peut-être parce que la personne ne s'est pas posé la question. Mais parce que des fois on se ment à soi-même. On se dit qu'on est en capacité de recevoir, d'encaisser, etc. Mais quand c'est peut-être ton enfant, peut-être que tu le vis pas forcément bien, que tu n'arrives pas forcément à l'exprimer. Donc moi tout ça m'interpelle et je pense que c'est des choses qu'on voit au quotidien au sein de nos clubs. Et je trouve que des fois décharger, on peut peut-être se décharger, mais quelle charge on remet à soit son proche ou à un membre de sa famille, et il faut que cette personne soit en capacité de pouvoir accompagner. C'est vrai. Merci. Petite question pour le doc. Tout à l'heure, tu parlais de l'EMDR. Dans quel cas tu le pratiques sur une blessure comme ça? Parce qu'en général, c'est plus un traumatisme. C'est un trauma, ouais. Justement, c'est le trauma. Toujours, comme on disait, donc la peur de se blesser à nouveau. Là, ça va être de travailler le trauma d'à nouveau se blesser. Et en fait, il y a des personnes, parce que si je retourne sur le terrain, mais que j'ai quand même dans la tête est-ce que l'appui va tenir, si je me prends un tacle, est-ce que ça tient toujours encore ou pas? Là, ce serait de le travailler, Donc, on est bien d'accord que le MDR, c'est je vais pas effacer le souvenir, etc. Et je vais faire en sorte de dissocier un petit peu justement l'émotion et là, notamment la peur. Et comme ça, je serai plus confiant dans mes appuis pour travailler, etc. Et sur une grosse blessure, c'est combien de séances, on va dire
je sais pas, par exemple, on parlait de Djibril Cissé qui s'est pété. Ouais. Non, mais un cas comme ça, c'est. Je sais pas, parce qu'il y a déjà des personnes qui sont plus ou moins réceptives. Et des fois, en 2-3 séances, c'est bon, quoi. Mais là, c'est pour les personnes lambda, on va dire, qui va travailler sur des peurs du noir et des personnes qui ont subi, enfin, je ne vais pas faire le psycho, mais qui ont subi plein de choses. Et en 3 séances, la peur peut disparaître. Ouais. Okay. Dernière question, Michel. Est-ce qu'il existe des outils simples, accessibles, pour mieux gérer un retour à la compétition ? Mis à part toi et ta matière grise. Ouais, voilà, des outils, tout ce qu'on peut, je pense que tout ce que préparateur mentaux peut utiliser, qui peuvent être, on va passer par la visualisation, qui peut passer par les ancrages, qui peuvent passer, voilà. Après, moi, je retravaille sur justement les 3 bases de l'affirmation de soi, avec l'estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi, où justement, je vais repartir du début et qu'est-ce que tu peux me prouver là ? Qu'est-ce qu'on y va ? D'accord. Très intéressant. Mohamed, dernière question peut-être ? Non, moi c'est ce que je disais au début. Je pense que, et tu l'as bien résumé, je pense que tout le monde a besoin d'un psy aujourd'hui. Et on irait beaucoup mieux. Maintenant, c'est faire la démarche, oser parler, oser s'investir. Parce qu'au-delà de l'aspect financier, on est tous un peu égoïstes et on aime bien garder... on pense toujours qu'on est très bien, alors qu'en fin de compte, on est peut-être plus souvent fragilisé qu'on peut ne le penser. On reste dans notre zone de confort. Hein. C'est ça. Elle est inconfortable, mais on reste dans notre zone Voilà, de confort, ça, elle est comme ça on est inconfortable. sécurisé. Exactement, elle est des fois inconfortable, mais on veut rester dans celle-ci, parce qu'on se dit c'est quand même la meilleure qu'on puisse avoir. Alors moi, 2 secondes, j'ai encore 2 secondes. 2 secondes, oui. Et je peux être mal poli ? Pas du tout. Ok. Non, c'est ce que je dis à mes patients, c'est que c'est vrai que voilà, dans notre quotidien, les personnes en général, elles arrivent, c'est le premier rendez-vous. C'est vrai qu'il y a le coût financier, mais le coût financier, c'est aussi, je m'autorise à vouloir changer. S'il n'y avait pas le coût financier, finalement, je ne vais pas forcément faire l'engagement à tant évoluer que ça. Et c'est vrai que je peux avoir les pieds, on va dire, dans la vase, être mal, machin, je vais rester là, alors que je peux avoir un jacuzzi à côté de moi. Mais il me faut le courage d'aller voir ce qu'il y a à côté. Ah ouais, donc il faut choisir entre le jacuzzi et toi. Non. Ah pardon. Entre ma situation. Personnellement, moi je suis confortable. D'accord. Non mais je plaisante. Bien sûr. En tout cas, c'était très intéressant, Michel. Tu ne bouges pas, tu restes encore à nos côtés. Il est 19h, bientôt 38. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur RGB 99.2 FM. C'est le 100% football amateur. On termine avec l'homme providentiel du 93. Le 100% football amateur, l'interview. Dirigeant engagé du football en Seine-Saint-Denis, Kevin Thomas connaît le football amateur de l'intérieur. Avec lui, on questionne l'engagement, le cumul des responsabilités et la place du football populaire aujourd'hui. Kevin, parlons de l'une de tes casquettes. On commencera par celle-ci, mais t'inquiète pas, on terminera par le FC 93. Tu es vice-président délégué au district de la Seine-Saint-Denis depuis 2 mois. À peu près. Comment ton rôle au district complète ou influence ton engagement dans le football local ? Alors, je me suis engagé depuis 1 an au district du 93, donc j'ai été élu avec la nouvelle équipe et je suis depuis 2 mois donc vice-président délégué du district du 93. Dans l'idée aujourd'hui, c'est de faire un peu bouger les choses. Faire en sorte que d'autres ne connaissent pas un petit peu ce qu'on a vécu nous, et je ferai la passerelle avec le FC 93, peu d'accompagnement par les instances locales, et je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'accompagner, d'être au plus proche du terrain, connaître le terrain pour accompagner, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de coach mental, etc., mais c'est pareil, pour diriger un club, on a besoin d'avoir des personnes qui connaissent le terrain, qui connaissent les difficultés du quotidien, et pas forcément des personnes qui sont détachées du football depuis un certain temps, même si ce n'était pas forcément le cas. Donc voilà un petit peu aujourd'hui, moi, mon engagement auprès du district, et faire en sorte qu'on puisse accompagner de la meilleure des façons les clubs. Intéressant, tu dis bouger les choses. Quelles ont été tes premières actions lorsque tu es arrivé ou que tu as pris ce rôle de vice-président ? Alors, ce qui a été mis en place rapidement, avec pas seulement moi, hein, c'est
accompagné de toute une équipe et d'une volonté collective. Aujourd'hui, on a pris l'engagement de sectoriser le département du 93 en 4 pour avoir des élus qui se dépêchent et se concentrent par secteur et être au plus proche des clubs. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Très souvent, il fallait se déplacer au district où on avait un retour avec le district que pour soit un problème de discipline ou financier, mais très peu de relations de terrain et très peu le district va vers. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, je me suis engagé personnellement à mettre en place. Et aujourd'hui, c'est la dynamique actuelle du district. Et on espère continuer dans ce sens et voire même l'accentuer. Avant de laisser la parole à Mohamed et à Florian, je sais qu'ils ont beaucoup de questions à ton sujet. Kevin, quand on est au cœur du football amateur, est-ce qu'on sent encore le plaisir du jeu qui résiste à l'argent, aux réseaux sociaux et à la course à la lumière ? Le plaisir du jeu, je pense qu'on est obligé parce qu'on est dans le football amateur, donc on n'y est pas pour de l'argent. On y est parce qu'on aime ça, parce qu'on est passionné. Et à côté de ça, j'ai envie de vous dire, si on est dans le football amateur, c'est parce que je pense qu'avant même la passion du football, parfois c'est ce côté social, donner, partager, accompagner, et qui fait qu'on dure autant. Parce que si c'était que pour la pratique du football, il y a des week-ends où on ne prend pas de plaisir, c'est une réalité, parce que c'est entaché aux abords du terrain, parce qu'il y a des comportements qu'on n'a pas envie de voir. Maintenant, on a un engagement, on a une vocation, et on se dit, voilà, on continue. Est-ce que toi, sur le terrain, et je laisserai la parole ensuite, tu sens encore le plaisir du jeu ? C'est pas gangréné par tout ce qu'il y a autour, l'argent, les réseaux sociaux ? Non, je dirais que non. Je pense que oui, il y a une volonté des jeunes aujourd'hui, c'est ce qu'on sent, jeunes ou moins jeunes, de réussir, une obligation de réussir, etc. Mais il y en a encore, et encore heureux, qui prennent leur sac juste pour prendre du plaisir et passer un moment avec leurs copains. Et en tout cas, il faut garder ça, il faut entretenir ça. C'est vrai. Mohamed ? Moi, je voudrais que tu m'expliques, tout à l'heure tu as expliqué que le district était coupé en 4, donc a priori, si j'ai bien compris, il y a une personne référente qui gère un secteur. Quelles sont ses missions ? Parce que tu as dit qu'on n'aurait plus besoin d'aller dans le district, mais eux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au club ? Alors, aujourd'hui, il y a la feuille de route. Aujourd'hui, il y a 4 secteurs et on a détaché 2 élus par secteur et un technicien. Donc aujourd'hui, on a 4 techniciens qui sont salariés du district et il y a du coup une vision aussi bien politique, administrative, etc. que technique auprès des clubs. Donc dans l'idée, quand on y va, par exemple, je vais prendre une visite classique, on y va, on fait une visite club, on échange aussi bien de la politique, aussi bien de la partie organisationnelle, administrative, et on a un technicien à côté qui peut les accompagner sur le volet formation, comment est géré le club, comment les accompagner, les moyens humains, les moyens matériels, etc., comment soulever des finances, les appels à projets. Donc voilà, on essaye de tout balayer. Moi, c'est mon quotidien depuis quelques années, donc je sais qu'il n'y a pas de petits sujets. Vraiment, tous les sujets sont importants. On peut parler de l'arbitrage, on peut parler du quotidien, du coach mental, des choses qui ne sont pas déployées, mais je pense qu'on doit aussi, en tant qu'institution, amener des relais pour que ce soit de plus en plus facile et abordable pour les clubs. Avec le peu de retour, comment c'est perçu ? Comment la mise en place a été faite ? La conduite du changement, elle est jamais simple. Est-ce que les clubs acceptent ? Alors, il n'y a pas assez beaucoup de recul. Je ne sais pas si je devrais le dire aujourd'hui, mais moi j'ai eu un engagement au sein du district depuis 1 an et demi. Je pense que mon élection en tant que vice-président a été faite haut la main et je pense que c'est aussi lié à ça. C'est pas parce que c'est moi, c'est plus parce qu'il y avait justement cette proximité, un engagement de terrain et des personnes qui retournaient les voir. Et je pense que c'est ce qui manquait et il n'y a que comme ça en soi que je pense qu'on devrait voir cette institution. Que ce soit aujourd'hui la Ligue, le district ou voire même la Fédé, et on a besoin de proximité. Et très souvent, il faut retourner à la racine pour pouvoir cultiver et continuer à faire de belles choses. Exactement. Florian, une question ? Ouais. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, alors je prends le cas du district 95 ou même du 93, pourquoi un match, je trouve, en mon ressenti en tant qu'arbitre, qu'observateur, tout ce qu'on veut, un match de district est mieux organisé
qu'un match de Ligue. Mieux encadré qu'un match de Ligue. On prend un match de D1, on a 3 arbitres, on a un délégué, on a tout ça. On va en R3, en R2, on n'a pas ça. On a des matchs de Coupe de France, gérés par la Ligue, les arbitres sont tout seuls. Comment les districts arrivent à mettre ça en place? Moi, je trouve que c'est plus carré, c'est plus sécurité en district qu'en Ligue. Ça va Alors, pas. Kevin, Tout le monde va pas être content. Non, mais faut dire c'est vrai. Ça va, il n'y a pas d'élection. Moi, je dis, les élections sont passées. moi, je dis, je vois plus de bordel quand je prends la presse sur des matchs de Ligue que sur des matchs de district. Moi, je sais pas si j'aurais forcément les bons éléments, mais je pense qu'il y a la proximité, le fait qu'on dans le département, en soi, en règle générale, on est voisins, on se connaît, on se fréquente, etc. Donc il y a des repères et ça apaise déjà les choses. Je pense que c'est important. Après, sur la partie organisationnelle, il faut savoir que, et c'est important de le rappeler, sans district, la Ligue n'existe pas. Sans le district, la Ligue ou la Fédé n'existerait pas non plus, parce qu'il faut alimenter tout ça. Les arbitres viennent des districts pour arriver, in fine, en Ligue ou en fédération. Donc je pense qu'on a tout pour faire. En tout cas, les districts ont tout pour et sont très souvent vampirisés et démunis en tout cas des qualités et des forces vives. Voilà, c'est peut-être les raisons. Après, je pense que au sein des districts, en tout cas, il y a tout pour bien accompagner les clubs et faire en sorte que tous les matchs se passent dans le meilleur. Toi, tu avais entendu parler que lorsqu'il y a un match de D1, il y a 3 arbitres et c'est bien accompagné, bien entouré, alors que dans un match de Régional 2 ou 3, ce n'est pas le cas. Oui, après, ce qu'il faut savoir, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la Ligue s'appuie sur les districts pour aller chercher des arbitres. Nous, tous les week-ends, on a une liste de doléances en disant, voilà, il y a tant de matchs à couvrir. On en a parlé un petit peu juste avant l'émission, mais dans le district du 93, jusqu'en senior D3, on a 3 arbitres. Là, on a fait le choix de les retirer parce qu'on était, entre guillemets, comme je le dis, vampirisés par la Ligue et un peu moins d'arbitres qui nous restaient pour le département. Et pour être équitable et faire en sorte que sur toutes nos divisions D2, U16, U18 soient couvertes, on a enlevé tout récemment les 3 arbitres en senior D3, mais on n'en est pas fiers. Aujourd'hui, on aimerait que sur tous nos matchs, il y ait 3 arbitres. Est-ce qu'il n'y a pas trop de compétition en Ligue aussi? Quand je vois le championnat du samedi matin, du samedi après-midi, du vendredi matin, on a des championnats, des supporters et tout, mais ça monopolise justement des arbitres, de l'argent. Je dirais oui et non. On a autant de sujets en Ligue que forcément en district. On en a autant sur des seniors que sur des vétérans. donc ça me fait sourire. Mais oui, après, il y a cette quête d'excellence, cette quête de la compétition. Faut atteindre le plus haut niveau. Oui, mais pourquoi des fois? Faut aussi se poser la question, pourquoi? Est-ce que c'est mieux en régional 1 qu'en district 1? Des fois, est-ce que tu fais mieux travailler ton jeune parce que tu es au plus haut niveau régional? Je ne suis pas forcément sûr. Et là, je prends ma casquette de référent de club. Je ne suis pas forcément sûr. Des fois, je pense qu'ils ont besoin de... C'est intéressant, Kevin, parce que tu parles du haut niveau. Le FC 93, c'est en National 2. Tu es au club depuis quoi? Plus d'une douzaine d'années? Plus de 18 ans. Voilà, donc, bientôt 20 ans. Donc, sacré anniversaire. Directeur administratif? Oui. Quel enseignement tu tires de ce travail sur le terrain pour gérer plusieurs responsabilités dans le football amateur? C'est pas évident. Faut se remettre en question tous les jours. Faut travailler, faut s'ouvrir, faut se questionner, s'enrichir. Après, faut pas avoir peur de poser les questions, de regarder ce qui se fait à côté, s'inspirer aussi des plus grands pour se dire voilà, s'ils le font, il y a peut-être des raisons. Faut pas, voilà, je pense que c'est ça un petit peu la recette. S'ouvrir, échanger avec les gens, regarder ce qui se fait plus loin, ne pas avoir peur de même copier, parce que des fois on a l'impression que copier c'est pas bien, mais s'ils font quelque chose de bien, faut le calquer. Donc voilà. Le futsal, ça se développe de plus en plus en Seine-Saint-Denis comme partout en région parisienne. Et tu es président du FC 93 Futsal depuis 4 ans. Oui. Pourquoi cette pratique n'est pas encore assez reconnue? En tout cas, c'est mon avis. Alors, pas assez reconnu. Après, je veux parler de l'Île-de-France et surtout de notre département. C'est qu'aujourd'hui, il y a une souffrance réellement des installations. On fait du futsal parce qu'il y a une demande. Parce qu'il y en a qui ont même fait ça par dépit, entre guillemets, parce qu'il n'y avait plus de place forcément sur les installations et les installations extérieures. Là, aujourd'hui, c'est ce qui se développe de plus en plus.
parce que c'est un cadre agréable, parce qu'il y a en Ile-de-France aussi, il ne fait pas beau tous les jours, donc c'est aussi plus simple d'aller jouer dans une salle que d'aller jouer sur un terrain gazonné ou autre. Après, voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi et qui est mis aussi au devant de la scène, c'est le côté technique, tactique sur la partie futsal. Et aujourd'hui, on se rend compte que, en France, en tout cas, on a souvent délaissé ça et que ça va aussi de pair. Un enfant qui est passé en salle sur toutes ses classes est quand même aussi plus à l'aise sur le terrain. Et je pense que là, aujourd'hui, tous les clubs essayent un petit peu de travailler cette double pratique pour développer... Et qui est certainement complémentaire. Je laisse la parole à Mohamed. Tu as le bonjour aussi de Ciné Danioko. Je lui rends n'oublie pas de le dire. Volontiers. Non, Kevin, avec l'expérience que tu as du FC 93, puisque moi j'ai joué pendant plusieurs années dans le district, donc qui était très bas et qui n'était pas toujours... c'est un peu compliqué d'aller dans certains clubs du 93, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, vous êtes la référence du département. Avec ton expérience, avec ta nouvelle expérience au district, comment tu pourrais aider, accompagner, copier, retranscrire pour qu'il n'y ait pas qu'un club? Parce qu'à l'époque, on avait Aubervilliers, on avait Noisy-le-Sec. Aujourd'hui, ces clubs-là ont chuté. Il nous reste encore un peu Bobigny, même si Drancy, c'est un peu difficile. Pas Drancy, que ce soit Neuilly-sur-Marne, c'est des clubs qui sont quand même limite de se maintenir. Comment tu pourrais aider les nouveaux clubs qui ont envie d'avancer, d'évoluer, et peut-être pas d'arriver à Bobigny, mais à une structuration intéressante? Moi, mon fils joue en D3 dans le 93, puisqu'hier, j'ai été voir, effectivement, il y a 3 arbitres. Je le suis tous les dimanches, parce que j'ai toujours un peu peur que... Mais franchement, il n'y a jamais eu de débordement. Ça fait 4 ans qu'il y joue, il n'y a jamais de débordement. Donc, comment tu peux aider les clubs comme ça qui voudraient pouvoir évoluer? La proximité là, que vous venez de mettre en place, quelle est, avec ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter en plus pour que les clubs puissent émerger beaucoup plus et qu'on ait des 17 ans nationaux, des 19 ans nationaux? Comme le club que vous avez pu aider dernièrement en Coupe de France, Montreuil. C'est ce que j'allais dire. Ami Abdoulaye Sow. C'est ce que j'allais dire. Je pense que j'ai pas meilleur exemple que celui-ci. Je pense que voilà, c'est le club de Montreuil qui est évolué en Régional 1, qui a envie de monter en National 3 et qui a eu un très très beau parcours. Donc je les félicite encore une fois en Coupe de France. Et ils ne pourront pas mieux le dire que moi-même, je pense, mais j'ai été à leur côté comme si je venais de Montreuil. Parce que pour moi, c'est ça, c'est co-construire les choses, accompagner les gens. C'est l'esprit, j'aime bien dire que c'est l'esprit 93, même si ça ne devrait pas être qu'un esprit 93 et plutôt un esprit de co-construction et qui devrait se développer dans le football. Pour répondre à ça, je pense qu'il faut œuvrer et donner comme si c'était pour soi. Et c'est ce que j'ai fait pour Montreuil, en les accompagnant sur toutes les réunions, en les accompagnant sur vraiment la mise en place de l'organisation. J'ai mené une réunion avec eux en préfecture. Donc voilà, je l'ai fait parce que je pense que c'est comme ça qu'on va redorer notre blason et faire en sorte qu'aujourd'hui, on sorte tous plus grands. Et c'est pas en se tirant la couverture comme d'autres ont pu faire. À un moment donné, en se disant, non, je veux pas que le voisin progresse. Pourquoi ? Plus on sera de club au haut niveau, et je pense qu'il y a là aujourd'hui une vraie incohérence en Ile-de-France et dans notre département, qu'il n'y ait pas plus de clubs, franciliens et parisiens en Ligue 1. Est-ce que tu crois que le 93, la Seine-Saint-Denis, a encore mauvaise presse ou pas du tout? Et comment tu expliquerais ce renouveau finalement? Je dirais on a toujours et on aura peut-être toujours mauvaise presse, parce que quand on va parler, je vais prendre l'exemple de Bobigny, on en parle mais très souvent de façon négative, parce qu'on va entendre parler du tribunal de Bobigny, etc. Aujourd'hui, nous, on a remis un petit peu Bobigny sur la carte via le football, etc. Avant, on entendait parler via le rugby. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'entendre parler de notre département d'une autre façon que par le Parisien ou les faits divers. Et je pense qu'on a autant de richesses que de soucis. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, on a très belles choses à véhiculer, et il faut continuer à prendre la parole et à le mettre en avant. Donc je vous remercie en tout cas ce soir de me donner la parole, parce que je pense que c'est des choses qu'il faut mettre encore de plus en plus au devant de la scène et faire en sorte que on puisse redorer notre blason. Après, j'étais récemment aussi à la fédération où on échangeait un petit peu. On sait venir chercher, mais on sait très rarement reconnaître que oui, là-bas ça travaille bien. Et ça, c'est important de le remettre aussi c'est important de le mettre au en centre. avant.
Dernière question, courte, réponse courte, hein, Kevin. Tu as été joueur jusqu'en U15 au Restart, ensuite tu es parti à Bobigny. Ton cœur balance pour l'un ou l'autre aujourd'hui, ou plus du tout? Non, alors plus du tout, j'ai envie de vous dire, je suis pour le 93. Donc aujourd'hui. Bonne réponse. C'est très très bonne. On est en période municipale, ça c'est très bon. C'est bon, j'ai répondu. T'as bien répondu. Ouais. Non, on pouvait pas mieux terminer. En tout cas, merci Kevin d'avoir répondu à toutes nos questions. On arrive, il est 19h55 et on arrive déjà à la fin. Et c'est normal, c'était vraiment très intéressant grâce à vous. Mot de la fin, Florian, merci d'être passé. Merci Farid, merci pour l'invitation, très enrichissant. Voilà, là faut que je me prépare mentalement, c'est pour le Racing Club de Lens. Qui sera peut-être champion cette année. Tu verras peut-être avec Michel pour une séance de psy, ça peut être utile, mais en tout cas merci d'être passé. Merci à toi Farid. Mohamed. Non, toujours un plaisir de venir, c'est très intéressant d'échanger sur des secteurs complètement différents, c'est pas que la technique, il y a aussi le médical, donc non, c'est toujours un plaisir, je reviendrai quand tu m'inviteras. Très très rapidement messieurs, vous inquiétez pas. Michel aussi, merci d'être passé, t'es venu de très très loin, finalement t'as passé un très bon moment ici. C'était excellent et pareil, donc si tu veux de nouveau m'inviter, ce sera avec plaisir. Oui, il faudra juste s'organiser 2-3 mois à l'avance quand même, mais bien sûr t'es le bienvenu. Et mot de la fin, Kevin, c'est pour toi. Merci à tous, c'est vraiment un pur plaisir en tout cas d'avoir été parmi vous ce soir et d'avoir pu échanger sur toutes les thématiques du jour. Merci à vous encore. Merci messieurs d'être venus, c'est déjà terminé, donc j'espère que l'émission vous a plu, n'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci à Victor Lobry qu'on a eu au téléphone tout à l'heure, merci à Axel pour la technique toujours au rendez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, on vous y attend. Pour ma part je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, le football ce n'est que du plaisir. Ciao.